Bonjour, dans cette vidéo, on va voir ensemble différents types de capteurs de température qu'on rencontre aussi bien dans le domaine industriel que dans le domaine des systèmes embarqués. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler que chacune de mes vidéos contient un sommaire qui vous permettra de vous déplacer facilement dans chaque vidéo. Donc, alors, on va commencer dans cette vidéo par les lames bimétalliques, qui sont des sortes de capteurs Thor de température. Puis ensuite, on verra les résistances thermoélectriques. On va voir aussi bien les thermistances que les résistances métalliques, les PT100, suivi des thermocouples. Et on finira par certains capteurs intégrés communément utilisés. Alors là, on va commencer par certaines généralités, comme par exemple la plus ancienne échelle de température est l'échelle centésimale. C'était en 1742. Ils attribuaient arbitrairement les valeurs 0 et 100 degrés à la glace fondante, c'est-à-dire 0 pour la glace fondante et 100 degrés pour l'eau bouillante, sous la pression atmosphérique normale. Donc ça, c'était en 1742. Actuellement, on utilise le Celsius, donc le degré Celsius, défini à partir de l'échelle de température absolue, le Kelvin. Donc le Kelvin qui a été proposé par William Thomson, alias Lord Kelvin, en 1848. Donc ça veut dire, pourquoi on l'appelle la température absolue? Parce que le 0 degré absolu, c'est le 0 degré Kelvin. Donc, et la relation qu'il y a entre la température en degrés Celsius et la température en degrés Kelvin, c'est la température en degrés Celsius égale la température en degrés Kelvin moins 213,15. Donc ça, c'est un peu de généralité sur les échelles de température. Il y a bien sûr le Rankine et le Fahrenheit, mais au niveau scientifique, au niveau des capteurs, donc on retrouvera soit des capteurs qui fourniront des tensions ou des résistances qui varient en fonction de la température en degrés Kelvin ou la température en degrés Celsius. Donc l'échelle Kelvin est celle du système international. Donc elle ne dépend d'aucun phénomène particulier et définit donc des températures absolues, comme j'ai dit, de 0 degré Celsius. Alors les capteurs de température peuvent être classés en deux catégories. Donc il y a les capteurs de température de contact, basés sur les échanges de chaleur entre l'objet et le capteur jusqu'à ce que l'équilibre est atteint. On a ainsi la température de l'objet qui est en contact avec le capteur. Et la deuxième catégorie, ce sont les capteurs pyromètre optique, c'est-à-dire ils sont basés sur la relation entre la température du corps et le rayonnement optique dégagé par ce corps. Donc c'est comme des capteurs laser qu'on retrouvait dans certains magasins, certains lieux publics quand il y avait l'épidémie de corona. Donc voilà pour ces généralités concernant la température et les catégories de capteurs. Donc commençons maintenant par le premier type de capteur de température qu'on va voir ensemble. Il s'agit des capteurs bilames ou lames bimétalliques. Alors ce sont des capteurs qui se basent sur la dilatation de solides. En effet, lorsqu'une tige métallique est portée à une température θ par exemple, donc sa longueur L va varier à partir d'une longueur initiale L0 correspondant à 0 degré. Donc elle va varier en fonction d'un coefficient de dilatation. Donc, alors ce coefficient de dilatation, donc ici on a la longueur de la tige, L0 c'est sa longueur à 0 degré, et le coefficient dépendra bien sûr du métal utilisé. Par exemple pour le platine c'est 9-10-6, pour le zinc c'est 30-10-6. Donc comment on arrive à réaliser ce type de capteur? Donc on va prendre deux bandes, d'alliage dont les coefficients de dilatation sont très différentes. Un côté qui est soudé sur toute la surface et l'autre côté il est laissé libre. C'est le côté du métal à coefficient de dilatation libre qui est laissé libre. Lorsqu'une telle bande est soumise à une variation de température, quand la température va augmenter, les dilatations différentes
des deux faces entraîne une incurvation de l'ensemble. Donc, cette partie mobile va commencer à se rapprocher par dilatation de la partie fixe. Plus la température augmente, plus la distance va diminuer. Ainsi, pour une température bien donnée et des conditions bien spécifiques, donc ce contact-là se ferme. Donc il pourra commander, donc il pourra ouvrir le circuit de commande ou commander un relais de surcharge pour les moteurs et ainsi de suite. Donc c'est pour ça que je dis c'est comme un capteur Tor, si on veut. Donc ça veut dire le contact se ferme une fois une température bien spécifique est atteinte. Donc c'est pas un capteur qui te donnera la température d'un milieu ambiant, mais c'est un contact qui va se fermer à une température donnée. Alors les domaines d'utilisation, donc on peut les retrouver dans les radiateurs électriques à thermostat mécanique par exemple, ou dans les réfrigérateurs, et dans les relais thermiques de surcharge pour les systèmes de sécurité des moteurs à 5 ans. Alors, ces bilans sont utilisés pour détecter des températures excessives avec une étendue de mesure recommandée de 25, c'est moins 25 ici, de moins 25 à 500 degrés Celsius. La sensibilité est excellente et le temps de réponse est bon, et acceptable avec une précision de 1 à 2% sur l'échelle d'étendue de mesure. Donc voilà pour les capteurs bilam. Maintenant, donc, on va voir la deuxième catégorie de capteurs, à savoir les résistances thermoélectriques, les RTD. Donc en effet, donc, la température d'un conducteur électrique est liée à sa résistance ohmique par une fonction dépendante du matériau employé, donc en fonction du matériau qu'on va utiliser. Donc on parle alors de résistance thermoélectrique, ça veut dire la résistance du matériau va changer avec la température. Alors il s'agit de capteurs passifs, vu qu'ils fournissent à leur sortie une résistance, une impédance variable. Alors les capteurs de température les plus connus sont les thermistances et les RTD métalliques. Alors on va commencer par les thermistances. Ce sont des composants à base de semi-conducteurs qui sont conçus d'un aggloméré de poudre d'oxyde métallique comme l'aluminium de magnésium, le titane de zinc ou l'oxyde ferrique. Et ces alliages-là, ils ont la propriété d'avoir une résistance qui varie de façon non linéaire, et ça c'est un point important. Donc non linéaire avec la température. On distingue deux types, les CTN et les CTP. Mais ceux qui sont utilisés, que ce soit dans les systèmes embarqués, pas beaucoup en industrie, mais surtout en automobile et dans le système embarqué, ce sont les CTN. C'est-à-dire les coefficients, les thermistances à coefficient de température négatif. Donc ça veut dire que plus la température augmente, la résistance va diminuer, mais elle va diminuer de façon non linéaire. Donc c'est un capteur à coefficient de température négatif non linéaire. Et ça, ce sont des choses qu'on va voir, qu'on désire éviter. Donc plus le capteur possède une réponse statique qui est linéaire, plus son conditionnement et son traitement numérique devient facile. Et on va voir que la CTN, malgré ça, elle est très très utilisée parce qu'on a proposé des solutions pour, premièrement, linéariser sa caractéristique et deuxièmement, pour convertir la variation de résistance en variation de tension exploitable. Donc, en général, ce sont des capteurs principalement utilisés dans la mesure de la température des fluides, l'air, l'eau, l'huile, donc que ce soit dans les systèmes électroniques embarqués, donc on va les retrouver sous cette forme, c'est comme des petites lentilles dont la résistance varie en fonction de la température, ou dans l'automobile, par exemple ici c'est le thermostat, c'est protégé bien sûr, pourquoi? Parce qu'on va le mettre en contact avec un liquide, qui est soit l'eau par exemple, soit l'huile, donc on le protège avec un corps métallique, mais la base c'est une thermistance. Donc ça c'est le thermostat qu'on utilise dans l'automobile pour mesurer la température de l'eau des radiateurs. Donc, et puisqu'on a dit que c'est un capteur passif, c'est-à-dire il va fournir une résistance en fonction du temps et il est non linéaire.
Donc il aura besoin d'un conditionnement spécifique. Donc ce conditionnement spécifique est résumé par ce montage typique. Donc on a la résistance CTN. Donc pour résoudre le problème de non-linéarité, on branche, techniquement on peut brancher soit en résistance série, soit en résistance en parallèle. Là, la solution qui est le plus souvent utilisée, on va brancher une résistance en parallèle avec cette CTN. Pas n'importe quelle résistance. On va voir dans le TD, même dans le TP, comment la dimensionner. Et en branchant la résistance en parallèle avec la CTN R2, on a une résistance équivalente qui deviendra linéaire. Donc la résistance équivalente deviendra linéaire, mais toujours avec un coefficient de température négatif. Linéaire, il varie en fonction de la température. Maintenant, pour avoir une tension variable à la place de la résistance variable, on ajoute un montage, donc on l'incorpore dans un pont diviseur de tension ici. Ça peut être soit un pont diviseur de tension, soit un pont de Winston. Donc on va voir dans les TD. Ici c'est un pont diviseur de tension. Et là, il va fournir une tension là. Cette tension sera proportionnelle à la température. Donc première étape, on linéarise avec une résistance en parallèle. On a une résistance équivalente linéaire en fonction de la température. Toujours coefficient de température négatif. On ajoute un pont diviseur de tension pour avoir une tension qui varie en fonction de la température, là aussi linéairement. Et on finit avec un étage de conditionnement. Ça, c'est un adaptateur d'impédance qui permettra d'assurer ici une impédance d'entrée infinie, c'est-à-dire un courant nul. Ici, donc ce qui garantit que tous les calculs qu'on a réalisés avec le pont diviseur de tension restent valables, quel que soit le montage qui sera attaqué par notre résistance. Donc là, c'est typiquement le conditionnement qu'on utilisera avec une CTN et qui le rendra exploitable. Donc on a résolu le problème de la linéarité, on a résolu de la non-linéarité, et on a résolu le problème d'un capteur passif. Alors la forte sensibilité, donc si on veut résumer, donc c'est un capteur à échelle non linéaire, comme on a dit. Il a une forte sensibilité thermique, donc qui va limiter leur emploi dans une plage, c'est-à-dire l'étendue de mesure elle sera un maximum de 50 degrés, dans une plage variant de moins 110 à 250. On ne trouvera pas un capteur qui fonctionnera sur cette plage, mais l'étendue elle sera de 50 degrés en général, dans cette gamme. Alors, le temps de réponse il est très court, de l'ordre de 10 millisecondes, et une précision qui est vraiment très acceptable, de plus ou moins 0,1%. Donc ça, c'est la première catégorie de RTD, sont les thermistances, à base de semi-conducteurs. Alors la deuxième catégorie sont les résistances thermoélectriques métalliques, c'est-à-dire à base de métaux. Et là, ce type de capteurs, ce sont les capteurs qu'on utilise dans les mesures de température des procédés industriels. Donc, dans l'industrie, on ne va pas utiliser une CTN, mais une PT100, c'est-à-dire une résistance métallique, qui sont généralement réalisées à base, réalisées en platine, qui a une résistivité 6 fois plus grande que celle du cuivre, et un coefficient de température qui est sensiblement linéaire, donc on va voir ça. Donc selon la norme CEI 751, la relation entre la résistance et la température, on voit qu'à la base c'est une relation qui est non linéaire, donc il y a un polynôme degré 3 pour la plage de moins 200 à 0, et un polynôme de degré 2 de 0 à 850. Mais pour les valeurs des coefficients A, B et C, on voit bien que le coefficient B, si on le compare avec le coefficient A, donc le coefficient A c'est 3,9 10-3, le B c'est 10-7 et le C c'est 10-12. Donc on a tendance, même dans la littérature amateur par exemple, on a tendance à résumer ça à une équation de premier ordre. C'est pour ça qu'on dit que le capteur est linéaire. Mais dans la réalité, il est non linéaire, mais linéaire uniquement dans une certaine plage de température. Donc, alors pourquoi on appelle PT100? Pour la simple raison que la résistance sera égale à 100 ohms à 0 degré Celsius. Il y a aussi la PT1000 par exemple. Pour la PT1000, la résistance sera de 1 kg à 0 degré. Mais la plus utilisée, c'est la PT100. Donc, typiquement, pour une PT100, donc RTD en platine, le diamètre
de l'élément sensible est de l'ordre de quelques dizaines de micromètres, c'est-à-dire le diamètre, et la longueur du fil, environ une dizaine de centimètres, la longueur du fil. Donc ici on voit bien que la résistance, c'est-à-dire la platine, c'est un fil, donc c'est un petit fil qui sera bobiné autour d'un mandarin ici. Le mandarin il est en verre pour les températures de moins de 100 à 350, et il est remplacé par le céramique si on a des températures qui atteignent les 650 degrés ou 700 degrés Celsius. La longueur de la sonde est de l'ordre de quelques centimètres. Ici la gaine métallique qui le protège, il va protéger le capteur qui est, c'est-à-dire le filament qui est à l'intérieur. Il est soit rigide, soit semi-rigide, il est souvent en acier inoxydable. Donc voilà pour la description technique, la construction technique de la PT100. Donc pour la mise en œuvre, donc pour les propriétés, on peut le résumer comme suit. Donc c'est valable pour les gaz liquides, vapeur. Le type c'est platine avec le bout sur lequel on va enrouler le fil, c'est soit en céramique soit en verre. La gamme de température c'est de moins de 100 à 650. Le temps de réponse dépendra bien sûr du diamètre de la sonde et du milieu température. Alors plus la sonde, le diamètre augmente, plus le temps de réponse va augmenter. Donc le diamètre il est de 0,5 mm en chemise rigide à peu près 25 mm sur des cannes pyrométriques. Les plus courants sont entre 3 et 6 mm. Et la contrainte principale, c'est le contact. Il doit être en contact avec la surface à mesurer. Et il est plus cher. Il est 2 fois plus cher que les thermocouples qu'on va voir après. Et qui sont aussi utilisés dans les procédés industriels. Maintenant, donc le tableau suivant donne la correspondance entre la température et la résistance pour une sonde industrielle PT100. Pourquoi un tableau de mesure? Parce qu'on va voir que la PT100 n'est pas linéaire sur toute l'étendue de mesure. Donc on a vu la polynôme d'ordre 3. Donc c'est pour ça qu'on donne un tableau de mesure qui va inclure toute l'étendue de mesure. Et on va résumer ce tableau de mesure à une équation linéaire dans une plage de l'étendue de mesure. Alors, lorsque la valeur n'est pas, par exemple, dans le tableau, ici, par exemple, 60, 50, ici 10, 60, c'est 123,24 ohms. Alors, si je veux 62, je ne trouve pas 62. Je trouve 65, 50 plus 15, mais je ne trouve pas 62. Alors, pour ça, on va utiliser l'interpolation. Par exemple, ici, je veux la résistance correspondante à 412 degrés Celsius. Donc ici, j'ai le 410 et j'ai le 415. Donc je trouve la température inf et max. Je vais, je vais retrouver T1 et T2 avec T1 la température inférieure à celle désirée que je retrouve sur le tableau et la température supérieure que je retrouve. Et il s'agit de 415 et 410. Donc la résistance que je recherche à 412 sera égale à la résistance de 410 plus 412 moins 410 sur 415 moins 410 sur, voilà, la différence des deux résistances 415 et 410. Donc ça c'est la résistance d'interpolation, la relation d'interpolation qu'on peut utiliser pour retrouver la résistance d'une température qui ne se trouve pas sur ce tableau. Donc comme j'ai dit, sur une partie de l'étendue de mesure, la caractéristique peut être linéarisée et devenir égale à R01 plus alpha t. Le alpha c'est le coefficient A. D'accord, on peut le déduire avec à travers le tableau. Donc c'est 3,85, 10 moins 3. Et en général, c'est cette relation qu'on utilise pour réaliser le conditionnement du capteur et la détermination de la température. Donc, les différentes sondes utilisées, donc les métaux utilisés, on peut utiliser nickel, platine,
nickel halo et le copper. Donc, mais là, donc, je pense que ça c'est le cuivre, je pense. Donc, la préférence c'est pour le platine. Pourquoi le platine? Parce qu'il est linéaire sur une plus grande étendue de mesure. D'accord? Donc, il a une bonne linéarité. Il a aussi une bonne inertie chimique qui lui garantit une stabilité de ses propriétés. Donc là, on peut, à partir de cette figure, déduire la sensibilité de chaque capteur, c'est-à-dire la pente. On prend 2 points, on déduit la sensibilité du capteur. Donc le R0 ici, c'est la résistance à 0 degrés Celsius. D'accord, ça c'est pour les types de résistance de platine, de sonde de platine qu'on peut retrouver. Donc, ce qu'il faut noter après, c'est le côté pratique d'utilisation de ces PT100. Donc, supposons qu'on a une PT100, oubliez ce conducteur, on va voir son rôle après. Donc, à la base, donc, il sera connecté à l'instrument de mesure, au régulateur ou l'automate, par des fils. Le problème que ces conducteurs, ils ont une résistance ohmique qui peut influencer la valeur de la mesure. Donc, surtout si la résistance elle est éloignée du transmetteur. Donc, la connaissance de ce problème de câblage, il va permettre de choisir entre les sondes disponibles 2 fils ou 3 fils. Si la sonde est proche du transmetteur, donc à 1 mètre ou très proche, donc rien ne justifie les 3 fils. Pourquoi? Parce que la résistance des conducteurs sera très faible. Il ne va pas trop influencer la mesure. Donc, mais si la PT100 est située à une certaine distance, qui est en général le cas, elle est éloignée du transmetteur, ou de l'automate, ou du régulateur. Donc là, on va utiliser si j'utilise la version 2 fils, voilà ce que je vais retrouver. Je vais mesurer la résistance entre 2 et 3, qu'est-ce que je vais retrouver? C'est la résistance de la PT100, plus la résistance du conducteur 2, plus la résistance du conducteur 3 ici. C'est pas conducteur 1, c'est conducteur 3. Donc ça veut dire 2 et 3, ces deux conducteurs, ils vont influencer la mesure. Donc la résistance totale mesurée ne correspondra pas vraiment à la température désirée. Alors on va compenser ça avec une résistance 3 fils. Alors, la résistance 3 fils, avec ça c'est le montage proposé. Alors si on mesure la résistance entre 2 et 3, j'ai dit on va retrouver la résistance de la PT100 plus la résistance du conducteur 2 plus la résistance du conducteur 3. Maintenant, si je mesure la résistance entre 1 et 2, elle correspond uniquement à la résistance, ils sont en série ici, la résistance du conducteur 1 plus la résistance du conducteur 2. Donc maintenant, si on fait la différence entre R23 moins R12, donc automatiquement, vu qu'on va utiliser les mêmes conducteurs, ces deux résistances vont se compenser. On va mesurer la résistance de la PT100. Donc c'est ce que fait le transmetteur, il mesure la R12, la R23, il fait la différence, il va retrouver la résistance de la PT100. Donc ça veut dire la sonde 3 fils permet de compenser l'erreur de mesure qui est introduite par les conducteurs. Donc, et son utilisation est justifiée, bien sûr, si le capteur est situé éloigné du transmetteur. Dernier point pratique à noter, c'est que pour limiter l'auto-échauffement de la PT100, ce qui risque de fausser la mesure, c'est-à-dire quand la PT100 se chauffe par effet Joule, il ne va pas mesurer uniquement la température de son milieu, mais sa propre température. Donc pour éviter cet effet, le courant nominal recommandé est de 1 mA pour la PT100. Et il est de 0,1 mA pour la PT1000 par exemple. Ça permet de ne pas nuire à la fiabilité de la mesure. Donc 1 mm typiquement pour la PT100. Maintenant pour le conditionnement, donc je vais donner comme exemple deux montages. Donc il y a celui qui est à base du Max 44236. Donc c'est un montage qui permet le conditionnement d'une PT100 3 fils. Voilà. 1, 2, 3. Donc ici on va ajouter un pont diviseur avec une alimentation. Donc R5 et V1. Et je vais prélever cette tension avec cette tension si je calcule l'amplification.
on va retrouver ici Vout qui est proportionnel à la résistance de la PTS. Donc proportionnel à la température, avec un petit calcul qu'on peut faire. Donc ça c'est pour le conditionnement de la PTS en 3 fils. Maintenant pour la PTS en 2 fils, donc ici je propose un exemple de montage qui est le Max 6603, qui permet vraiment de faire le conditionnement complet, et il fournit une tension Vout qui est proportionnelle à la résistance de la PT100, comme le montre son datasheet. Donc voilà, ça c'est notre datasheet, le Max 6603, donc dual channel, c'est-à-dire 2 capteurs platine, permet la conversion RTD to voltage signal conditioner. Donc ici on retrouve toutes les caractéristiques du capteur. Donc ce qui est intéressant à retrouver, c'est la relation qui peut y avoir entre la résistance et la tension qu'il fournit à la sortie. Donc on a ici la tension d'alimentation, elle est entre 0 et 5 volts. On peut descendre, on va retrouver aussi les limites de tension. Voilà la relation de la RTD typiquement, donc on a vu c'est un polynôme degré 2. Là c'est différents comportements température, et là on retrouve le circuit, et là la résistance typique, ça veut dire deuxième ordre, il va négliger le coefficient C comme on a dit, mais ce qui m'intéresse c'est surtout la relation entre la tension et la résistance. Là voilà, donc the following equation describes the output voltage, donc Vout c'est VCC sur 1000 fois la résistance de la PT100, et voilà le conditionnement. C'est un exemple de circuit, le Max 6603. Là. Ça veut dire, c'est pour vous donner une idée, que le conditionnement, on n'est pas obligé de le réaliser de façon discrète. On ajoute le potentiomètre, c'est nous qui font les ponts diviseurs ou les ponts de Winston, c'est nous qui font l'amplification. Il y a parfois des circuits intégrés linéaires, donc analogiques, qui permettent d'effectuer cette fonction, comme le cas ici du Max 6603. Maintenant, la prochaine catégorie de capteurs qu'on va voir de température, ce sont les thermocouples, qui sont aussi des capteurs utilisés dans les processus industriels, mais qui sont des capteurs actifs, qui fournissent une tension proportionnelle à la température. Donc à l'inverse des CTN et des PT100, qui étaient des capteurs passifs, ils fournissaient des résistances qui varient en fonction de la température. Alors c'est quoi un thermocouple? Donc c'est un circuit électrique fermé, donc il est conçu par deux métaux ici, métal A et métal B, soudés à l'une de leurs extrémités, ce qu'on appelle la soudure chaude, et l'autre extrémité ici, donc il y a deux bandes de raccordement, ce qu'on appelle la soudure froide. Donc si la jonction de mesure ici, la soudure chaude, est soumise à une certaine température TC, différente bien sûr de la jonction froide, donc on va relever ici une force électromotrice. Bien sûr, cette force électromotrice ne dépendra pas uniquement de TC, mais elle dépendra aussi de la température de la jonction de référence, ou la soudure froide, qui généralement ici, c'est la température du milieu ambiant. C'est-à-dire c'est cette soudure froide qui sera reliée au transmetteur, c'est-à-dire elle sera équivalente à la température du milieu ambiant. Donc, lorsque TC est différent de TF, il apparaît à la sortie une force électromotrice de 6 becs, E. Cette force électromotrice dépendra bien sûr de la différence entre TC et TF, et aussi des métaux qui sont utilisés, les métaux A et B, le couple de métaux. Donc cette force électromotrice elle est positive lorsque TC est supérieur à TF, négative dans le cas contraire, et elle est nulle si les deux températures sont égales. Alors dans la désignation ici A et B, le métal A est le conducteur positif et le métal B est le conducteur négatif. Donc on distingue plusieurs combinaisons courantes. Alors selon la norme IEC, donc International Electrotechnical Commission, donc c'est eux qui ont donné ce tableau. Donc ça, ce sont je pense qu'il y a 8 types
9. Donc par exemple pour le type K, le métal A sera le chromel, le métal B allumel, les couleurs selon la référence, CEI 584.3. Alors l'erreur standard, leur plage et la limite de température. Donc on voit bien que ce sont des capteurs largement plus performants que les résistances, les RTD, les résistances thermiques, métalliques. Donc il y a même le type N, Nicrosil et Nisil, qui a une très bonne précision, une erreur acceptable, une plage de moins de 270 à 1300. Donc, pour la détermination de la température, chaque couple possède une sensibilité approximative unique, donc elle est unique, ainsi qu'une étendue de mesure qui est différente. Donc, et là, on voit bien que le capteur n'est pas linéaire sur toute la plage. Ça veut dire, chacun de ces types de capteurs, J, K, E, il sera utilisé uniquement dans sa plage linéaire. Et on voit bien que le type K, c'est lui qui offre la plus grande étendue de mesure sur la plus grande linéarité, la linéarité sur la plus grande étendue de mesure. Le T, c'est celui qui a une linéarité limitée du point de vue température. Donc, lors de la sélection d'un thermocouple, pour effectuer les mesures sur une plage donnée, donc, il convient de choisir un thermocouple dont la sensibilité va rester constante dans votre plage. Par exemple, vous prévoyez de travailler entre 0 et 1000, je ne vais pas choisir de type T. Je peux choisir le type S, le type R, le type K. Même le type C, je ne peux pas le choisir parce qu'il n'est pas linéaire sur toute la plage de ma température. Donc le choix dépend vraiment de l'étendue de mesure de ton cahier de charge. Maintenant, puisque vous voyez bien que la relation n'est pas vraiment linéaire, elle est polynomiale, donc elle est complexe, il est d'usage d'utiliser des tables de référence normalisées comme cette table, c'est la norme ITS 90, qui permettent d'obtenir la valeur de la température de la soudure chaude dans le cas d'une jonction. Donc voilà, c'est EK. Alors tous les tableaux de référence qui sont donnés, ils seront donnés par rapport à une tension de la soudure froide de 0 degré Celsius. Le TF sera, ces mesures ont été prises pour TF égale à 0 degré Celsius. Donc, voilà, c'est pour le type K, on donne son datasheet. Là, on peut relever la tension correspondante à chaque température. On voit bien qu'elle est faible, quelques dizaines de millivolts. Donc on aura besoin de l'amplifier et de la conditionner. Donc, pour la détermination toujours de la température, alors, comme j'ai dit, les tableaux de mesure qu'on donne, c'est par rapport à 0 degré Celsius, la température de référence ou de la soudure froide. Mais dans le cas réel, la température de la soudure froide, c'est la température du milieu ambiant où se trouve le transmetteur. C'est 28, c'est 25, c'est 30. Donc, et là, pour retrouver cette valeur, parce que pour retrouver la température, ou la tension qui sera donnée en fonction d'une température donnée, je dois retrouver le ETC par rapport à 0 degré Celsius. Donc, ça veut dire dans le cas où la connaissance, donc dans le cas de la mesure de cette tension ou de cette température, la connaissance de la température de la soudure froide est indispensable pour déterminer la température de la soudure chaude comme on a vu. Et si cette soudure froide, sa température est variable, on va utiliser la loi des températures successives, qui permet de déterminer la température TC de la jonction de mesure à partir de la force électromotrice mesurée à la jonction de référence, qui se trouve à TF. Donc voilà, ça c'est ce que je mesure réellement. Je mesure E d'un capteur donné AB, d'une température TC par rapport à une température TF donnée du milieu ambiant. Voilà ce que je mesure. Et qu'est-ce que je veux moi calculer? Je veux calculer ça. Pourquoi je veux calculer TC par rapport à 0 degré Celsius? Pour retrouver TC en utilisant la table de référence qu'on vient de voir. Alors pour retrouver ça, on va faire
les températures successives, c'est-à-dire ETC par rapport à TF plus ETF par rapport à 0. Donc on voit bien ici les températures successives, c'est ETC par rapport à 0. Donc comment on va faire ça? Donc la première étape, c'est la suivante. On va mesurer ça, ETC par rapport à TF. Puis, pour retrouver cette expression-là, on va la retrouver à partir du tableau, mais à condition de connaître TF. Si je connais TF, je peux calculer E. Donc c'est pour ça que la deuxième étape, c'est je vais mesurer la température ambiante, TF, à l'aide d'un petit capteur de température intégré au niveau de la jonction de référence. Une fois TF mesuré, je calcule ça à partir de la table de référence et je l'ajoute à ce que j'ai mesuré. La somme donnera ETC par rapport à 0 degrés Celsius. Là, je reviens à la table de référence, je recherche ce ETC par rapport à 0 et je vais déduire la température TC. Donc ça paraît un processus qui n'est pas évident, mais heureusement, industriellement, c'est un circuit électronique qui s'occupe de cette mesure automatiquement, tout ça. Donc tout ce qu'on a décrit va s'occuper automatiquement de compenser la soudure froide, c'est ce qu'on appelle circuit de compensation de la soudure froide, le CSF. Donc c'est un petit circuit intégré, on va voir un exemple après. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va mesurer cette température TF, il va déduire le ETC par rapport à 0, il va faire une somme à l'aide d'une petite loi d'émail, il va retrouver ETC par rapport à 0, il va retrouver la température de la jonction chaude. Donc ici, pratiquement voilà un exemple de circuit qui permet de faire ça, c'est le AD594 ou le AD595. Et là, si on regarde bien, très pratique. Il suffit de brancher ici le type K, donc allumel et chromel. On le branche avec le AD594. On alimente notre circuit et qu'est-ce qu'il me donne ici? À la sortie, une tension qui est proportionnelle à la température, avec une sensibilité de 10 mV par degré Celsius. D'ailleurs, sur le marché, si je me connecte sur le net pour acheter par exemple un thermocouple, on verra que tous les vendeurs vont proposer le thermocouple soit seul, soit avec son circuit de compensation de la soudure froide. Donc voilà un exemple de vendeur. Qu'est-ce qu'il propose? Un thermocouple avec son circuit de compensation. Ici, à notre exemple, le Max 6675, donc le voilà. Donc ici, on a notre thermocouple, il est là. Le voilà. Donc, on retrouve ici le plus, le moins du thermocouple. Et là, on retrouve notre circuit de compensation de la soudure froide. Donc, on branche ici le thermocouple sur ce connecteur. Et ici, on a ici la valeur de la température. Et là, c'est très fort ce circuit-là. Il ne donne pas uniquement la tension, mais il va la numériser. Il va la donner numériquement sur un bus de communication série avec lequel on peut récupérer la température. Donc ça concerne le conditionnement. Maintenant, concernant ou du point de vue constitution technique, donc on distingue trois types de capteurs de thermocouple. Il est le thermocouple nu, c'est-à-dire la soudure chaude, elle est non isolée. Donc, mais chaque conducteur est isolé électriquement par un revêtement en PVC, en téflon ou en soie de verre. Deuxième catégorie, c'est les thermocouples chemisés, donc comme le montre cette figure. Donc l'ensemble est constitué par l'élément thermocouple qui est ici, inséré dans une poudre minérale à l'intérieur, magnésie compactée, donc c'est un isolant électrique. Donc dans une gaine déformable en acier. Trois options pour cette thermocouple chemisé. Il y a la soudure isolée, à la masse ou soudure exposée. Donc le choix se fait en tenant compte de l'atmosphère dans laquelle est placé l'ensemble et du temps de réponse. Troisième catégorie, c'est les cannes pyrométriques. Donc, alors ces cannes pyrométriques, il comprend le thermocouple chemisé, mais qui sera surmonté d'une tête de raccordement étanche,
protégeant le bornet de connexion. En option, on trouve des transmetteurs qui sont connectés sur la canne pyrométrique, surtout dans le domaine industriel. Maintenant, en résumé, pour les caractéristiques, le domaine de température c'est moins 270 et 1800, une précision de plus ou moins 2,5 degrés. Le temps de réponse il est vraiment acceptable, de 0,1 seconde pour les miniatures jusqu'à plusieurs minutes là. Ça dépendra du diamètre qui peut atteindre jusqu'à 26 mm. Donc voilà, de 0,25 mm jusqu'à 26 mm. Les plus courants sont de 3 à 6 mm. Donc voilà pour les thermocouples. Donc on va finir cette vidéo par présenter certains capteurs de température intégrés qui sont couramment utilisés, surtout dans nos séances de TP. Il y a le capteur analogique LM35. Donc c'est un capteur qui a la forme d'un transistor. Donc ici il suffit d'alimenter ce capteur entre 5 et la masse, il va fournir une tension. Donc voilà, donc le branchement, l'alimentation et la tension qu'on va retrouver. Donc là c'est une autre version de ce capteur, c'est le LM335. Alors, le LM35 il aura une sensibilité de 10 mV par degré Celsius. C'est un capteur qui est linéaire et qui n'a pas d'offset. Ça veut dire U c'est S fois la température, Y égale à X. Et la sensibilité c'est 10 mV par degré Celsius. Pour le LM335 c'est 10 mV par degré Kelvin. Mais actuellement on ne le retrouve plus. On le retrouve surtout le LM35. Alors là pour lui aussi il faut éviter l'auto-échauffement comme c'est le cas parce que ce sont des capteurs très sensibles et leur plage de fonctionnement c'est entre moins 25 et 150 degrés. Donc le courant qui doit les traverser ne doit pas dépasser 5 mA pour limiter l'auto-échauffement. Si on se rappelle bien, c'était 1 mA par exemple pour la PTSO. Alors, l'autre capteur intégré que j'ai ajouté dans le cours, c'est le capteur numérique cette fois, le DS1820 de Dallas, du fabricant Dallas. Donc, c'est un capteur numérique. Lui aussi, il a la forme d'un transistor, mais il y a un conditionnement à l'intérieur, c'est-à-dire capteur, conversion analogique numérique, et il fournit ici une donnée numérique. D'accord, donc il intègre tout le conditionnement nécessaire, capteur analogique, convertisseur analogique numérique et bus de communication. En plus de l'alimentation, c'est un bus one wire, ça veut dire un seul fil qui permet de brancher plusieurs capteurs. Bien sûr, je dois ajouter une résistance pull-up ici pour permettre de brancher plusieurs capteurs. Donc, et ainsi, si j'ai par exemple un module Arduino, je vais utiliser une seule broche 7, 8 ou 9 digital et je vais brancher autant de capteurs que possible. La communication est assurée par l'adressage. Donc chaque capteur, ça peut être à d'autres capteurs numériques, pas obligatoirement celui de température, donc d'autres capteurs d'humidité ou de pression, one wire, et chaque capteur aura une adresse unique sur 64 bits. Donc c'est-à-dire le microcontrôleur, quand il voudra récupérer la température correspondant à un capteur bien spécifique, il va communiquer d'abord l'adresse du capteur qui sera reçue par tout le monde, et c'est le capteur qui reconnaît son adresse qui va répondre avec la température qu'il est en train de mesurer. Donc ces capteurs là ils ont une plage de température entre guillemets pour système embarqué, pour domotique, donc c'est entre moins 55 et 125 degrés avec une tolérance de plus ou moins 0,5 degrés. Dans une étendue de 10 à 80. Donc vous allez voir qu'il peut, donc d'après datasheet, il peut coder la température de 9 à 12 bits, sinon qui configurent ça. Donc ce qui offre pour 12 bits une résolution très très intéressante. Et la plus petite température détectable, c'est 0,0625 degrés Celsius. Bien sûr, elle va augmenter pour 9 bits.
Et là, il y a aussi une différence du point de vue temps de réponse. Donc, si je fais un codage sur 9 bits, c'est 93,75 millisecondes. Si je fais un codage sur 12 bits, c'est 750 millisecondes. Donc voilà pour ces capteurs intégrés. Donc j'ai donné un exemple de capteur analogique et un autre pour capteur numérique. Donc la prochaine vidéo, donc on va voir les TD concernant la correction des TD concernant ces capteurs de température.